Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez Mohamed International Network dans la grande interview. Ce soir, dans cette grande interview, nous allons recevoir un homme très important, un invité spécial venu spécialement de Paris pour nous visiter ici aux Pays-Bas à La Haye. Et il s'agit de M. Agamaka Bazamata que je salue. Bonjour M. Agamaka Bazamata. Bonjour cher Mwambi. Bienvenue à La Haye. Merci beaucoup, j'ai aimé beaucoup le pays. C'est la première fois que je mets le pied ici, ça a été formidable. La première fois alors que vous vivez depuis très longtemps en France. Comme oui. Tu dirais que les Pays-Bas, La Haye, c'est un village. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai eue en mettant le pied ici. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir dans la grande interview chez Mohamed International Network. Vous êtes écrivain, vous êtes penseur, vous êtes chercheur. Vous avez écrit plusieurs livres, mais j'ai deux entre mes mains. Nous avons ici La démocratie à l'occidental, un poison pour l'Afrique. Nous avons ici Tombeau de l'intégrité africaine. La ville de Berlin. Berlin d'abord. Tombeau de l'intégrité africaine. Voilà. Donc Berlin, tombeau de l'intégrité africaine. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est dans la capitale allemande qu'on a scellé le sort du continent africain à travers la fameuse conférence coloniale de 1885. Voilà, on va en parler longuement. Et ici, la démocratie à l'occidental, un poison pour l'Afrique. Mais avant de commencer, parce que nous avons eu un petit échange avant de commencer cette émission, et moi je voudrais d'abord savoir comment vous trouvez l'état du monde actuellement. Est-ce que le monde va bien ou bien il va mal? Le monde en soi, comme tel, le monde reste le monde. Et c'est nous les humains, les hommes, qui avons bouleversé les choses, mais au vu de ce qui se passe actuellement, ça va très mal. Alors ça va très mal, c'est-à-dire ça tend vers la déchéance quasiment totale, mais est-il que quand ça va très mal, c'est qu'il y a quelque chose qui est en gestation. C'est-à-dire qu'il y a des bouleversements qui vont amener vers le changement, qui, je l'espère, mettra tout le monde au même diapason et que la paix au moins sera instaurée dans ce monde un jour. Mais les changements, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut être du bon côté comme du mauvais côté de l'histoire. Ben, ça sera en fait l'équilibre de la balance. C'est-à-dire là, on a constaté, d'ailleurs tout le monde le dit, tout le monde l'a déjà dit, tout le monde l'a constaté, que le système qu'on avait connu, surtout après la guerre, après toute la conquête occidentale, la balance n'était pas équilibrée. Mais aujourd'hui, on sent que ça commence un peu à balloter pour un certain équilibre ou peut-être un déséquilibre dans l'autre sens. Alors, si le monde va mal, tel que vous le définissez, nous avons par exemple les guerres ici et là. La guerre en Ukraine, c'est la guerre qu'on nous apporte chaque jour sur notre assiette, comme s'il n'y a pas d'autre guerre. Il y a la guerre au Congo-Kinshasa, la guerre au Yémen, il y en a plein comme ça, au Soudan bien sûr. Mais vous avez dit quelque chose, que c'est parce que l'homme a quitté sa spiritualité. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Alors, aujourd'hui, parler de la spiritualité, il y a une confusion vraiment dans le monde. La spiritualité, tout le monde dit « je suis spirituel, je sais ceci, tout ça ». Même les religieux pensent qu'ils sont spirituels, donc alors que la spiritualité et la religion, c'est le jour et la nuit. Quoi. Parce que la spiritualité, la religion déjà au départ, c'est quoi? La religion, c'est une philosophie développée par un individu, un être humain comme toi, comme moi, et qui a développé par des moyens qu'il avait utilisés. La plupart, c'était la violence, et ça a été imposé par la force. Et avec tous ces tralala qui entraînaient de meurtres, de guerres et tout ce que vous voulez, donc la religion n'a rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité, ça s'est défini simplement comme l'homme qui doit se conformer à la nature, qui doit se soumettre à la volonté naturelle pour préserver la pureté
de son originalité. Et là, on va vous renvoyer vers ce que vous appelez la nature. Est-ce que la nature, c'est le commencement comme on nous l'enseigne dans la Bible? Ou bien c'est la nature qui a été créée? Ou c'est la nature humaine? La nature, c'est quoi la nature? La nature, au fait, pour dire simple, c'est tout ce que nous avons trouvé et que l'homme n'a pas façonné avec son petit cerveau. Voilà. C'est ça la nature. Les eaux, les montagnes, les arbres, le soleil, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous donne la vie, que l'homme n'a pas contribué à son élaboration, c'est ça la nature. Mais on vous dira que l'homme a façonné quand même les choses. Nous sommes ici en Europe, c'est l'Europe, l'Asie, disons le monde occidental, c'est le berceau de la technologie. Hein, on a tout ce qu'il y a, on a l'ordinateur, on peut aller visiter le soleil, on peut aller visiter la lune, on peut retourner, mais l'homme a façonné quand même. Déjà, je vais porter déjà un petit rectificatif. L'Europe, comme l'Occident, comme l'Asie, n'a jamais été le berceau de la technologie. La confection et la conception, c'est deux choses différentes. Tout a été conçu au départ, il y a des millénaires, depuis l'Afrique. Cette phrase qui dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce n'est pas seulement que l'homme est parti de là, non. La science, tout est parti de l'Afrique. Donc, c'était juste pour mettre un peu équilibré tout ce que nous avons acquis à l'école. Mais la technologie que nous avons aujourd'hui, ça apporte quoi à l'humanité? Ça apporte le bonheur. Le bonheur matériel. Oui. Est-ce que le bonheur matériel? Je ne pense pas que c'est ça, vu l'évolution du monde avec cette technologie, avec cette science. Aujourd'hui, on crie aux catastrophes. Pourquoi? Parce que cette science-là n'est pas utilisée en bon escient. Donc, la science devrait être au service de la bienfaisance, de l'équilibre et du bonheur de tout le monde. Mais aujourd'hui, on voit que l'homme a développé certaines choses pour déstabiliser l'humanité. Nous sommes à l'origine de beaucoup de choses qui a détruit cette nature, cette dame nature. L'homme est capable d'aller creuser à 1000 mètres du fond de la terre pour sortir de goudron, ce qu'on appelle pétrole, tout ce que vous voulez, pour polluer le poisson qui nous nourrit, pour polluer l'herbe qui nous nourrit et pour même tuer les animaux. Donc voilà la technologie, le sens même de la technologie a perdu. La technologie a perdu son orientation. Aujourd'hui, pourquoi on est arrivé sur ce point-là? Parce que on a perdu l'essentiel, je dis, de la spiritualité. Et que, vous savez, j'ai lu un livre, je vais citer l'auteur qui m'échappe, mais le livre c'est Gnosis. Et je suis dans le tome 3 où l'auteur dit, vous savez, il y a dans l'étape de l'évolution de l'homme, comme des animaux, de tous les êtres vivants, il y a la gestation, il y a la naissance et après il y a la croissance. Mais et l'homme et les animaux, jusqu'à la croissance, subissent le même rythme et le même métabolisme. Ouais. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, pour distinguer l'homme de l'animal, l'homme, à un moment donné, doit prendre conscience de ce qu'il est et doit se découvrir. C'est-à-dire connaître le moi. Le moi, c'est ce jeu-là. Quand je m'exprime, je dis je, c'est le moi. C'est ce souffle-là qui anime mon corps. Et je dois faire en sorte de travailler pour garder cette pureté du moi pour que je me conforme à la nature. Mais la plupart des hommes aujourd'hui sur cette terre se sont limités à l'étape animale, c'est-à-dire de la naissance à la croissance, et ils passent directement à la jouissance, c'est-à-dire donner l'importance au matériel. C'est ce qui fait que l'homme est devenu fou
se bat pour un morceau de pain, pour un morceau de terre, pour ceci, cela, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le moi, c'est l'être, c'est la paix intérieure, ce que l'humanité n'a pas aujourd'hui. Mais ce que vous dites, M. Agamaka Bazamata, certains peuvent vous déclarer d'un fou parce que si vous dites qu'on doit pas se taper dessus à cause d'un morceau de terre, à cause de manger, ainsi de suite. Disons, on dirait que, on dirait à M. Vladimir Poutine, M. Poutine, arrêtez votre guerre parce que ça ne sert à rien. On dira aussi à M. Joe Biden, le président américain, ne vous mêlez pas de l'Ukraine parce que ça ne sert à rien de vous battre pour un petit morceau de terre. Et au président Zelensky, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de faire la guerre. C'est ça ce que vous allez... on va vous dire, c'est là. Ben, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, même le langage, l'expression, et c'est difficile que les gens, la plupart, comprennent cela. Pourquoi? Parce que nous sommes désorientés depuis la naissance. Dès qu'on arrive... Pas depuis la nature, hein? Depuis la naissance. Ouais. Parce que quand on est, avant la naissance, on a une pureté spirituelle. Oui. Vous voyez, quand on parle de bébés, des enfants, on dit sont des innocents. Oui. Parce qu'ils ne sont pas souillés encore. Et dès qu'on commence à mettre le premier pas, qu'est-ce qu'on vous dit? Par là. Tu dis, mais moi je vais... Non, c'est par là. Donc, désorientation totale. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même ce que nous voyons là, les prétendus grands, la grandeur, ce n'est pas la forme, la grandeur, c'est le fond. Celui qui se connaît ne fera jamais de mal à l'autre. Voyez le budget, si on veut totaliser aujourd'hui les budgets des armées du monde, je pense que ça dépassera même 1000 fois le budget pour la nourriture, pour la paix, pour ceci. Pourquoi? Parce que on est resté encore à l'étape, au stade animal de la jouissance, et un point c'est tout. C'est-à-dire, je suis né, je dois jouir de ce qui se faisant devant moi, je dois conquérir s'il faut, mais je m'en fous du reste. C'est ce que l'homme est resté à cette étape-là. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui, que le langage puisse passer. Parce qu'on est tellement allé loin que beaucoup se disent, mais bon, ceux qui racontent ces gens-là, mais ce sont des charlatans, de tout ce que vous voulez, peut-être parce qu'ils souffrent de ceci. Non, on est complètement à côté de la plaque. Donc si aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, s'ils veulent la paix demain, ça se fera. Demain même, ils le feront. Mais non, ils ont des ambitions un peu gauche-droite parce qu'ils doivent satisfaire X, Y. Ils n'ont pas la paix intérieure, n'ont pas l'équilibre intérieur. Et voilà, ce qui intéresse à eux, c'est la jouissance impossible. C'est quand même curieux, hein, parce que concilier l'équilibre intérieur aux besoins matériels. Hein? Nous sommes ici aux Pays-Bas, il est en train de faire froid. Là, moi, je commence à avoir froid. Et j'ai besoin du gaz russe et aussi le gaz africain, le pétrole du Moyen-Orient, parce que sinon, je ne vais pas survivre. Ici, c'est clair que nous avons besoin de cela. Mais bien sûr, on en a besoin. Ouais. Mais comment concilier cet équilibre intérieur, et aux besoins urgents que nous avons? On en a besoin, mais qu'on arrive juste à l'utiliser à bon escient. D'abord, les chercher. Des gré ou des forces, d'abord. Ben, pourquoi ne pas s'entendre? Ça, c'est la question. On dit que l'homme, c'est l'animal pensant. Je pense que c'est l'inverse. Hein. Je pense que les autres, même s'ils sont arrêtés à cette étape-là, mais on est moins intelligent ou moins prudent que le reste de tout ce que nous trouvons dans la nature. Quelque chose qu'on peut partager, qu'on peut discuter et trouver un compromis, mais non. Il y a d'autres qui disent ne prenez pas le gaz, les Américains qui disent non, arrêtez la coopération avec, demain on va, je sais qui va exploser le gaz pour créer des conflits, des tuyaux, machin, tout ça. Alors que, au fait, ils adorent la guerre parce qu'ils doivent vendre les armes pour satisfaire des envies, je ne sais pas comment les qualifier, ben,
parce que le malheur des autres font tout simplement leur bonheur. Oui, mais en même temps, ce malheur des autres qui va faire leur bonheur, vous me rappelez là la philosophie des Chinois. Pour les Chinois, nous sommes dans un bateau qui nous amène vers une destination ou une destinée commune. Et tout le monde dans le bateau doit œuvrer pour que nous puissions atteindre cette destination pour le bonheur de tous. Est-ce que vous adhérez à cela? Est-ce que, d'ailleurs, ça, on peut le concilier avec ce que vous appelez la spiritualité? Est-ce que cette façon de voir les choses chinoise, elle est sincère? Je ne sais pas si la sincérité ou si elle est sincère ou pas, mais je pense que ça va dans la même direction. Je pense que l'humanité réussira dans la bonne entente, en se prenant la main dans la main. Et si par exemple on utilisait le budget, par exemple comme je dis, des armées et tout ça, pour irriguer une partie des Sahel, l'homme est capable de le faire. Mais on ne veut pas le faire. Et on a vécu beaucoup de choses aujourd'hui. Par exemple, puisqu'on parle de l'Afrique, on a vu les cas, ce qui s'est passé en Libye par exemple. Muammar Kadhafi qui a commencé à irriguer le désert pour le bien du peuple, mais vous voyez ce qui s'est passé. Il y a eu le coup d'État de l'OTAN et l'assassinat du président Muammar Kadhafi. Donc il y a une certaine volonté d'une certaine caste pour déstabiliser toute démarche qui mène à la paix et à la concorde universelle. Donc c'est dommage, mais c'est une réalité qu'on est en train de vivre. Mais tout ça parce que on est resté à l'étape animale. Mais c'est cette étape animale, cette animalité-là, est-ce que ce n'est pas ça réellement la pureté même de l'homme? Non, l'homme se distingue effectivement avec l'animal parce qu'il a une intelligence, une capacité de créativité autre que l'animal a. L'homme est capable de construire comme de détruire. Donc l'homme, il a le choix, il sait faire vraiment le bien ou le mal. Regarde, on a parlé de la technologie de la science. Il y a des médecins qui font bien leur travail, ils utilisent les médicaments pour soigner. Il y en a d'autres qui font des recherches uniquement pour déstabiliser. Donc ça c'est l'homme. Il a deux faces. Mais on a le choix, mais on fait plus le choix. La plupart font plus le choix de déstabiliser que de détruire que de construire. Donc c'est ça le problème qui est fondamental dans cette histoire. Donc nous avons besoin d'un monde qui utilise en bon escient la science et la technologie pour qu'il y ait bonne entente. Mais c'est ainsi fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Et cela nous amène à notre ami Macky Sall, le président sénégalais. Le président sénégalais qui est en même temps le président de l'Union africaine. Oui, tout à fait. Qui a débarqué en Russie pour dire à M. Vladimir Poutine, l'Afrique a faim, donnez-nous à manger. C'est quoi? Il a perdu la spiritualité ou bien c'est l'Afrique qu'il représente qui a perdu tous ses repères, ou bien c'est cette spiritualité africaine qui l'amène vers cette mendicité internationale? On perd de quelque chose qu'on avait possédé. Est-ce que la génération actuelle sait que c'est vraiment ce que c'est la spiritualité? On confond la spiritualité et la religion. On ne sait pas on ne nous a jamais enseigné que la solution ne peut venir que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Au lieu de se regarder soi-même, nous, globalement, puisqu'on parle de l'Afrique, nous regardons ailleurs. L'Afrique, c'est le continent qui a plus de terres arables au monde. L'Afrique, c'est le continent qui possède tout le minerai, tout le bonheur que le monde a besoin. Mais l'Afrique regarde ailleurs. C'est-à-dire, on est assis sur l'or, on mendie. Ben, c'est ça le problème de l'Africain aujourd'hui, de nos dirigeants aujourd'hui, parce que nos dirigeants sont issus de cette foule qui est
Et comme tout Africain, Qui est détaché de sa nature. de la spiritualité de sa nature. Donc il est important qu'on puisse faire une rétrospection, qu'on puisse redéfinir les choses, se poser des questions. Moi, c'était en 2007. J'ai été à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. J'ai écrit au président Alpha Omar Konaré à l'époque. J'ai écrit aussi à tous les États, à tous les représentants, pour demander une journée de commémoration de la déportation de la traite négrière. Tout à fait. Parce que l'Afrique est le seul continent aujourd'hui qui crache sur ses déportés. Nous avons tourné le dos à nos valeurs, à nos racines. Il n'y a pas une journée qui réunit tous les Africains pour le bien des Africains. Une telle démarche qui n'a ni reçu l'écho, ni reçu une réponse. Pour dire que la spiritualité, ça c'est une démarche qui va nous amener à penser sur nous-mêmes, à croire sur nous-mêmes, et à développer des choses à partir de nous-mêmes. Mais si cette démarche-là n'est pas faite, si nous ne regardons qu'ailleurs, et ça serait que des démarches comme ça allaient quémander, alors que tout le monde a le regard vers l'Afrique pour y trouver bonheur. Est-ce que ce n'est pas trop facile de le dire? Parce que à qui la faute? Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas de ma faute que nous avons abandonné l'Afrique à elle-même, ou bien c'est la faute à la spiritualité qui nous a abandonnés ou bien que nous avons abandonnés? Je pense que nous sommes tous responsables, mais le problème qui se pose là, c'est qu'on a façonné un monde où on a créé des étages, une certaine hiérarchie. Mais ceux qui prétendent être au sommet ne sont pas capables de faire des démarches ou de consulter ceux qui encore sont là, détiennent le savoir, mais qui se taisent parce qu'ils ne voient pas la main tendue et s'ils s'expriment, et des fois, ils ne sont pas compris. Donc, si aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité, qui ont acquis des responsabilités ou à qui on a attribué des responsabilités, ont la volonté de changer les choses, ils le feront demain, le lendemain, en consultant tout simplement ceux qui savent et ceux qui connaissent des secrets enfouis. Et ça, c'est pour toute l'Afrique. C'est pour toute l'Afrique et c'est, je dirais même, particulièrement pour toute l'Afrique parce que nous sommes aujourd'hui la risée du monde. On ne peut pas comprendre. Nous ne sommes pas un continent pauvre, comme on nous fait répéter à chaque fois. Nous sommes un continent riche. Ce n'est pas que l'on nous fait répéter. C'est nous le répétons parce que j'ai entendu au COP 27 en Égypte, presque tous les présidents africains qui disent voilà, les pays riches doivent nous aider, nous les pays pauvres. Déjà, quand vous vous mettez dans cette posture, vous vous appelez vous-même pays pauvre, c'est déjà cette aliénation, cette perte de spiritualité dont vous parlez. Et pourtant, ce n'est pas conforme à la réalité. L'Afrique n'est pas un continent pauvre. Ça, nos enfants doivent le savoir et tout le monde, même ceux qui dirigent, doivent le savoir. Et tous ceux qui aussi, je vais souligner un petit truc que je remarque, après les discours, puisque les autres disent « God bless America », eux aussi, que Dieu bénisse l'Afrique. Vous rêvez ou quoi? Combien de fois on va bénir l'Afrique? L'Afrique, c'est une terre bénie. Que Dieu... Mais ceux qui disent cela, ne connaissent pas l'Afrique. Ne connaissent pas l'Afrique. On ne peut pas dire que Dieu bénisse l'Afrique. L'Afrique est une terre bénie. C'est de là que l'homme est parti. C'est de là qu'il y a... C'est le coffre-fort de l'humanité. Un coffre-fort, une terre bénie. Oui. Mais nous allons quémander les engrais chimiques. Nous allons quémander les engrais chimiques pour nourrir la terre qui est déjà bénie. C'est ça? Parce que on ne se connaît pas, on ne fait pas cette démarche de soi parce que nous ne savons même pas que notre terre n'a pas besoin de ces engrais. Notre terre est fertile. Nos terres, je ne sais pas, je sais quoi dire. Mais pourquoi tout ce monde-là
ridiculent l'Afrique à ce point-là. L'Afrique est une terre bénie, donc on n'a pas besoin d'aller quémander gauche-droite. Nous avons besoin d'une démarche d'abord de la reconnaissance de soi. Nous devons pleurer nos morts déportés. On n'a jamais fait le deuil. Je dis, aujourd'hui, ça fait plus de 500-600 ans, on n'a jamais fait le deuil de nos déportés. Ça pèse sur la conscience de nos déportés, ça pèse sur la méconnaissance de notre histoire, et c'est là, j'ai même souligné dans le livre, c'est une première démarche à faire pour que l'Africain au moins récupère son identité. On existe quand on a une identité. On existe quand on honore ses parents. On existe quand on donne de la valeur de ce qu'on a. Mais là, matin, midi et soir, nous sommes en train de nous moquer. C'est la dérision totale. L'Afrique n'est pas un continent pauvre. Mais c'est un continent très très riche, mais mal géré. Vous avez parlé tantôt, là, dans notre conversation, vous parliez de l'alimentation saisonnière, vous avez parlé des manguiers qui poussent. Mais ces manguiers qui poussent en Afrique ont cessé de pousser pour que nous puissions aller chercher. Vous savez, je vais dire quelque chose que peut-être certains comprendront. L'économie. Ici, il faut faire des études, diplôme ici, gauche, droite. Non, l'économie, c'est pas ça. Chez nous, en Afrique, c'est pas ça. L'économie, c'est quoi? C'est le rapport avec l'homme et ses entités spirituelles. Je vais dire une chose simple. Vous savez, à l'époque, les gens vont dire, oh, c'est déjà passé. Non, rien n'est passé. Les choses sont là, il suffit de les réveiller. Si vous avez besoin d'un gibier, vous avez besoin de poissons, vous avez besoin de la récolte, de tout ce que vous voulez, il suffit d'honorer. Il y a des cérémonies à faire. Il y avait des jours qu'on ne devrait pas rentrer dans la forêt. Il y avait des jours qu'on ne devrait pas cultiver. Il y avait des jours qu'on ne devrait pas naviguer parce que c'était des jours réservés aux esprits qui gardent la nature. Et ces jours-là étaient sacrés. Ce n'est pas le dimanche où on nous a imposé, où nous avons adopté. Et ces jours-là, on ne devait pas pénétrer dans la forêt. On devait pas. Et c'est ça qui faisait la force de notre économie. C'est-à-dire, si vous allez cultiver, vous allez implorer juste l'entité protectrice de la culture. Et pour faire des cérémonies, vous allez travailler, vous aurez une bonne récolte. Vous ne mourrez pas de faim. Si vous avez besoin de gibier, il vous suffit de tourner derrière le champ, derrière la case, et vous invoquez, le gibier se présentera et vous allez avoir. Mais avec le temps, ça pouvait s'adapter avec d'autres manières vu l'évolution de la société. C'est-à-dire le développement, c'est juste la perfection de l'originalité de la spiritualité. Le développement, ce n'est pas l'acquisition de trains, de voitures, de tout ce que vous voulez, tout ce que nous voyons sur cette terre des hommes. C'est ça le développement, c'est la perfection de sa propre culture. Mais où est la place de notre culture aujourd'hui? Point d'interrogation. Oui. Alors, vous avez parlé si longtemps sur les déportés. Donc, les déportés, ce sont ces anciens-là, les Africains qui ont été déportés vers le Nouveau Monde, donc les Caraïbes, les Antilles. Il y a un phénomène au Ghana où on propose aux déportés, aux enfants des déportés, de retourner à la maison. C'est-à-dire, le Ghana dit, bon voilà, vous pouvez retourner, vous Américains noirs, vous avez votre chez vous ici, vous pouvez retourner ici. Comment vous trouvez cette lecture des choses? C'est bien qu'on nous retourne, qu'on fasse ici, mais ça c'est la forme. Mais le fond reste le même. C'est-à-dire? C'est-à-dire la spiritualité. C'est-à-dire le fond c'est quoi? C'est-à-dire à partir du moment où on n'est toujours pas rentré en connexion
avec nos valeurs profondes spirituelles, on n'a pas besoin d'être à 1 mètre ou à 2 centimètres pour qu'il y ait connexion. Non, on peut être à distance, mais avoir juste, comment dirais-je, une entité commune, une vision commune de la chose pour s'y atteler et pour que ça forme une force qui va guider ensuite le reste de la société. Et la spiritualité, la force de la spiritualité, c'est ça. C'est-à-dire, les fils des déportés et ceux qui sont restés en Afrique, j'appellerais les rescapés. Mais qu'est-ce qui peut nous unir? Ce n'est pas la couleur de la peau. Ce n'est pas les échanges économiques. C'est une fusion dans l'esprit. Et cette fusion dans l'esprit, comment peut-elle prendre corps? Est-ce qu'on peut interpréter cela comme le panafricanisme, comme ça a déjà été rappelé, inventé? Tout à fait, c'était l'esquisse. Comme je parlais tout à l'heure d'une journée de commémoration, c'est un point de départ. Vous imaginez l'énergie que cela va produire si un jour l'Afrique tout entière s'arrête et dit, nous avons donné cette énergie qu'on devrait dépenser aujourd'hui aux âmes des déportés. Vous imaginez l'énergie que ça va créer et l'écho que ça va faire et la considération qui va nous revenir. Et là, c'est le début du commencement. C'est comme ça que nous allons nous faire respecter et c'est comme ça que nos âmes qui sont prisonniers aujourd'hui ailleurs vont revenir pour nous révéler davantage beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous en parlez dans Berlin, tombeau de l'intégrité africaine. Vous commencez votre livre avec un passage que j'ai beaucoup aimé. Il y a 2 jeunes gens qui ont été joués, et puis les 2 rentrent à la maison, et l'un traîne un peu les pas, et il commence à parler avec quelqu'un, il attend une voix. Et à un moment donné, l'autre camarade va lui dire, mais viens, on va partir, mais lui, il continue à discuter avec cette voix qu'il entend. Alors que le camarade n'entend pas cette voix. Au final, le camarade va partir et lui, il continue avec sa voix, il continue à discuter, à converser. Et le long de l'histoire ramène aux ancêtres qui sont déportés dans les Caraïbes. Comment vous arrivez à nouer ce genre de spiritualité? Et c'est quand même la folie. Ouais, ça paraît une folie, ça paraît quelque chose d'extraordinaire pour les profanes. Et pourtant, c'est simple, la connexion. Vous savez, quand on observe, la nature nous enseigne beaucoup de choses. Vous observez tout simplement un arbre. Ce n'est pas pour rien qu'on a pris l'exemple de l'arbre généalogique pour tracer la lignée. Parce que l'arbre est le symbole même de la lignée. Et tout fruit produit par un arbre est connecté aux racines. Sinon, c'est impossible. Donc, ce qui veut dire quoi? Nous, quand on regarde l'humanité aujourd'hui, nous, en tant qu'humains aujourd'hui, à cette époque, nous sommes comme des fruits dans un arbre. Et nous sommes connectés avec nos racines. Donc, le sang qui coule dans nos veines, ça vient du plus profond de nos origines. Ce qui fait que ce sang-là emmagasine toutes les informations. Mais il faut savoir maintenant le lire. Et il faut que l'information passe pour prendre conscience de cela et comment accéder pour lire les informations emmagasinées en soi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du moi, de l'ego. Parce que c'est là où on trouve toute l'énergie possible émanant de nos racines. Vous savez, dans le corps, quand on prend la température, c'est combien? 37, 36 degrés. Voilà. Pourquoi cette température? C'est ça qui fait vibrer le corps.
nous avons tous de l'énergie qui vient du soleil. Et c'est cette flamme-là qui fait battre les cœurs, c'est cette flamme-là qu'il faut développer, qu'il faut vraiment bien entretenir pour devenir aussi brillant que les étoiles dans le ciel. Et c'est ça qui fait la force de l'homme. Donc vous voyez bien que nous, aujourd'hui, en Afrique particulièrement, nous avons perdu cette connexion. Nous tenons peu plus compte de nos racines. Nous avons perdu la connexion. On nous parle d'un monde moderne. On nous parle de choses invraisemblables venues d'ailleurs. Alors qu'il suffit de rester pieds sur terre pour qu'on soit connecté et trouver l'équilibre qui nous manque aujourd'hui. On va commencer petit à petit à chuter et on va chuter vers la RDC. Ça, c'est votre pays d'origine, c'est aussi mon pays d'origine. Vous avez parlé là d'une Afrique qui pourrait être ensemble, mais dans la main, fraternité et tout ça. Alors que cette même Afrique-là, elle est totalement divisée. Totalement divisée. D'abord, à l'intérieur même des pays individuellement, et ensuite les pays voisins, comme la RDC vis-à-vis du Rwanda, ils se font des guerres. L'Ouganda et consorts. L'Ouganda, et ainsi de suite. Comment vous trouvez tout ça? Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on va créer une Afrique où tout le monde sera là, main dans la main? Vous pensez, vous y croyez? Mais quand on a perdu son âme, on a tout perdu. Et vous savez, c'est l'esprit, c'est l'âme qui anime le corps. Mais quand on a, comment dirais-je, hypothéqué son âme pour des raisons mercantiles, qu'est-ce qu'on devient? On devient marionnette. On vous fait faire des choses qui... Et c'est ce qu'est devenu l'homme aujourd'hui africain. On n'a plus de la valeur morale. Donc ce berceau de l'humanité, là, c'est perdu, c'est fini. Le berceau y est toujours. C'est l'individu qui s'est dégradé et qui tourne le dos. Tout à l'heure, on a parlé de la main tendue de Macky Sall. On est assis sur l'or, on va quémander ailleurs. Parce que on ignore, on s'ignore. On ne sait pas qui on est. Est-ce que c'est une main tendue ou bien c'est une main qui est forcée à être tendue? Je ne pense pas que c'est forcé, parce que forcer une main, on ne peut pas forcer une main. Parce que si je vous demande quelque chose, vous avez le pouvoir de dire oui ou non. Si vous avez l'esprit traître pour détruire, tu diras oui. Si vous n'avez pas cet esprit, dis moi je ne ferai pas. Je pose cette question parce que cela me ramène à ce qui se passe en ce moment au Congo. Il y a maintenant les troupes kenyanes qui sont venues au Congo, il y a les troupes ougandaises qui sont venues au Congo pour chasser ou bien pour combattre ce qu'on a appelé les terroristes M23 et tous les autres. Est-ce que vous ne craignez pas que toutes ces forces étrangères se mettent ensemble en se disant, écoutez, vous savez... on prend chacun un morceau. On prend chacun un morceau. Hein. Ces Congolais ici, ce sont des danseurs, ce sont des buveurs. Et puis on s'en sert et puis c'est fini, quoi. Ça s'est passé en 2000 entre le Rwanda et l'Ouganda qui se sont tapés dessus à Kisangani. Est-ce que vous ne pensez pas que nous tombons dans le même schéma? Au fait, dire le même schéma, oui, peut-être le même schéma, mais pas tel que tu en as parlé, parce que, vous savez, le Grand Congo a une histoire très particulière. Vous savez, c'est un État, c'est un pays qu'on a créé, qu'on a façonné par ceux qui se prétendent, ce qui s'appelle communauté internationale. Vous savez, en 1885 à Berlin, dans l'acte final de Berlin, de la conférence coloniale de Berlin, sur les 32 articles qui étaient sortis, il y en avait 27 uniquement pour le Congo. Donc c'était une conférence, on pourrait appeler conférence internationale pour le partage du Congo, ou pour la maîtrise du Congo. Parce que la RDC était considérée même jusqu'aujourd'hui comme le bien de cette prétendue communauté internationale. C'est pour cela qu'ils ont défini et décidé que ce pays-là ne pourrait être gouverné que, je crois que c'est dans l'acte numéro 30, que
par celui que les membres signataires ont désigné. Mhm. Voyez. Donc, puisque aujourd'hui, ils ne maîtrisent pas la chose, donc ils doivent pérenniser l'instabilité parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas commercer avec le nègre. Ils doivent se servir. Mhm. Donc, le Congo, cette instabilité est entretenue par cette prétendue communauté internationale parce que vous remarquerez vous-même, il y a plus de 20 000 hommes Mhm. de l'ONU pour combattre à l'origine 2000 interamoués. Mhm. Vous voyez le rapport, Oui, ouais. ça ouais, fait 20 ans qu'il Ouais. n'arrive pas. ouais. Est-ce qu'ils Donc, n'arrivent pas ou ils ne veulent pas y arriver? Non, il n'arrive pas. Mhm. Il n'arrive pas parce que... C'est le discours donc c'est officiel. le discours officiel. Donc ils sont venus, alors que le rôle premier de cette mission des Nations Unies au Congo, c'était pas pour mettre fin à l'instabilité, mais c'est pour stabiliser l'instabilité au Congo. Mhm. Vous voyez? Mhm. Donc, tous ces voisins-là, ce sont des envoyés spéciaux pour entretenir cette déstabilisation au profit de ce monde qui prétend être communauté internationale. Mhm. Et c'est pour cela ils ont toujours trouvé des gens prêts à faire le sale boulot. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour le Congo de demain? L'espoir y est toujours. Le problème aujourd'hui, c'est que la question, c'est de se poser si aujourd'hui, ceux qui dirigent le Congo sont conscients de la démarche qu'on doit faire pour mettre fin à cette barbarie. Et c'est quoi comme démarche? Et cette démarche c'est là le problème, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'était en 2013, je crois, lorsque le M23, le fameux M23, ont été défaits. Ouais. Mais les gens se sont dit non, le FRDC, ceci, cela. Non, c'était la volonté de deux personnes. William Hague, ministre des Affaires étrangères William Hague, oui. de Grande-Bretagne, et John Kerry. C'était juste un coup de fil à leur envoyé spécial Kagame, Paul dire, Kagame, Paul du Kagame Rwanda, le président du Rwanda, pour dire messieurs, arrête un peu, on a assez fait, recule un peu parce qu'on doit faire un semblant. Et c'est comme ça que Kagame a appelé sa troupe M23 pour reculer, et voilà, le calme prétendu entre guillemets est revenu. Donc aujourd'hui, l'autorité congolaise est appelée à savoir que la solution ne peut venir que des émetteurs de téléphone, c'est-à-dire des anglo-saxons, les États-Unis. Donc si vraiment on veut trouver une solution sur le problème du Congo, la solution se trouve à Washington. Il faut une délégation. Il est important qu'il y ait une délégation. Pourquoi pas des sénateurs, des envoyés spéciaux, des représentants de haut niveau du pays, pour aller rencontrer les représentants du haut niveau des États-Unis, asseoir sur table, qui reprend le courage de faire un coup de fil et tout sera fini. Oui. Et puis traiter le problème à un niveau supérieur pour trouver des compromis et résoudre ce problème. Et les compromis, ça serait quoi? Le compromis, parce que vous venez de le dire, le Congo, de sa nature, par rapport à sa création, c'était une boutique où on vient, on se sert, et puis celui qui va gérer doit avoir nécessairement l'aval des signataires. Voilà. Donc, et l'acte final de Berlin. Voilà. Donc, cela continue jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Donc, il faut négocier cela. Au fait, au départ, c'est dans l'illégalité. Ouais. L'illégalité a duré aujourd'hui plus de 130 ans. C'est devenu légal puisqu'il y a des hommes qui brandissent des muscles, des armes, des nucléaires, tout ce que vous voulez. Donc, on est sur la terre des hommes. Il faut aller voir des Américains. Vous savez, c'est le deuxième pays. C'était l'Allemagne qui avait reconnu l'État indépendant du Congo, premier. Et ensuite, c'était les États-Unis, en février 1884. Oui, 1884, avant la conférence de Berlin. Et que les États-Unis connaissent bien ce Congo-là. Je pense même que
c'est la terre qui ne lâcheront, je ne dirais pas, tant qu'ils auront la force. Donc, il n'y a que les États-Unis qui sont capables de réunir ces signataires de Berlin pour revoir les choses par rapport à la nouvelle donne. Donc, c'est à nous, Congolais, de faire cette démarche à premier, de manifester la volonté de résoudre ce problème pour que, enfin, qu'on arrive à asseoir quelque chose qui va dans ce sens. Mais si on continue à pointer des marionnettes gauche et droite et tout ça, on ne résoudra jamais le problème. Donc le problème est là, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Tant qu'on ne fera pas cette démarche, je pense que tous ceux qui ont la force de nuisance, comme les États-Unis et les Anglo-Saxons, ils vont pérenniser cette stabilité et on n'en verra jamais le bout. Merci, M. Agamaka Bazamata. Merci de nous avoir visités ici à La Haye, où la nuit nous a surpris ici. Et merci infiniment. Je rappelle encore les titres de vos livres. Vous êtes écrivain, chercheur, penseur. Je vois ici Berlin, tombeau de l'intégrité africaine, que je recommande d'ailleurs à tout le monde de lire. Il y a la démocratie à l'occidental, un poison pour l'Afrique. Et là, c'est la perte de la spiritualité. Hein. Aussi, profondément. Oui. Profondément, parce que on regarde ailleurs. On copie ce qui est incompatible avec nos réalités. On sort de sa nature, de soi, de son environnement. Voilà. On va entrer dans l'environnement, dans la peau de Jacques Chirac qui vous a dit « Vous ne pouvez pas, la démocratie n'est pas à vous ». Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Aujourd'hui, on voit ce que deviennent les pays dits démocratiques. C'est la faillite. Merci, merci, M. Agamaka Bazamata. C'est moi qui vous remercie et j'apprécie beaucoup votre travail et que cela continue pour qu'on essaye de réveiller certaines âmes qui dorment encore. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, essayez de partager cette vidéo à tout le monde. Surtout, ne soyez pas gourmands. Et c'est ça, la raison pour laquelle nous le faisons, c'est pour nous entraider avec la réflexion. C'était Alphonse Mwambi à partir de La Haye, ici aux Pays-Bas, avec M. Agamaka Bazamata. Les livres seront mis en ligne. Vous pouvez les commander. Je vous remercie et bonne soirée chez vous. Voilà. Merci beaucoup.